J'aime la Bretagne. J'y trouve le sauvage, le primitif. Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j'entends le ton sourd, mat et puissant que je cherche en peinture. Été 1888. Paul Gauguin arrive en Bretagne, dans le petit village de Pont-Aven. Le traditionnalisme des terres bretonnes l'avait conduit à quitter la capitale parisienne, dont l'industrialisation croissante bouleversa le quotidien des hommes à la fin du XIXe siècle. Paul Gauguin était alors agent de change. Son travail dans la finance fut malheureusement bien loin de ses aspirations personnelles, privilégiant une vie plus traditionnelle. En quête d'un retour aux sources et pratiquant la peinture en amateur, Paul Gauguin, alors proche des peintres impressionnistes de 1879 à 1886, se détache peu à peu de ce groupe et souhaite se concentrer sur des recherches plus personnelles. À l'âge de 38 ans, Paul Gauguin délaisse une vie bourgeoise, mais également femme et enfant, afin de se réfugier dans une petite cité finistérienne, Pont-Aven, en Bretagne. La vie y est simple et peu chère. Ce petit bourg accueille ainsi des hommes exilés en quête d'une vie hors du temps. Finalement, ce petit village va s'avérer être une véritable source d'inspiration, offrant aux artistes installés de vastes paysages propices à l'inspiration. Une quantité de sujets s'offre ainsi aux peintres, qui, désormais hébergés dans la pension Gloanec, peuvent retranscrire sur leur toile cette Bretagne hors du temps. Les paysages, les chants, mais également les portraits de Bretonnes en costume traditionnel animent leur langage pictural. Si Paul Gauguin s'était déjà formé auprès des peintres impressionnistes, notamment en peignant divers paysages aux côtés de Camille Pissarro, son approche fut ici radicalement différente. L'impressionnisme, dont le critique Louis Leroy en détermina l'esthétique, et le néologisme en 1874, fut en réalité davantage un groupe d'artistes qu'un mouvement animé par une volonté de retranscrire sur la toile une nouvelle réalité. Monet, Pissarro, Sisley, Degas ou encore Renoir entreprennent d'analyser les sensations fugitives de l'environnement, les variations de lumière sur un motif en pleine métamorphose. Les sujets sont alors nouveaux, une attention toute particulière est portée sur la vie moderne et ses évolutions, mais également sur les paysages qui peuvent désormais être peints en plein air, grâce à l'arrivée des chevalets portatifs et des tubes de peinture transportables. Claude Monet est ici figuré par Manet sur son bateau, alors transformé en atelier en plein air, un magnifique témoignage des nouvelles ambitions des peintres au milieu du XIXe siècle. Si Paul Gauguin s'était familiarisé à cette esthétique, radicalement différente d'une peinture académique appréciée et fortement conseillée à l'époque, son passage à Pont-Aven transforme l'artiste et sa palette. Entouré d'amis peintres, tels Sérusier, Maurice Denis ou encore Émile Bernard, ils s'attellent ensemble à l'élaboration d'un nouveau langage pictural. Ils se détachent peu à peu de la réalité du sujet. Paul Gauguin illustre sur sa toile davantage ce qu'il ressent plutôt que ce qu'il voit. Les couleurs employées par les peintres dénotent et ne semblent pas correspondre aux motifs peints. Cette pratique va alors faire naître ce que l'on nomme l'école de Pont-Aven. Il ne s'agit pas d'une école à proprement parler, mais d'un rassemblement d'artistes autour d'une esthétique commune. On parle alors de synthétisme ou de cloisonnisme, une nouvelle manière de peindre où les tons sont désormais posés sur la toile selon de larges aplats, les couleurs n'imitent pas la nature et les formes sont simplifiées et délimitées par des cernes noires. Les artistes emploient donc des couleurs brutes. Cette manière de peindre s'inspire d'ailleurs fortement des estampes japonaises et de la technique des vitraux du Moyen-Âge. Son célèbre portrait de la Belle Angèle date de 1889 et témoigne de cette schématisation des formes où le portrait féminin, largement simplifié figuré sur un fond décoratif, semble cohabiter avec l'imaginaire du peintre entre inspiration japonisante et exotisme. D'où la petite statuette péruvienne sur la gauche de la composition. Une œuvre qui témoigne finalement des ambitions futures du peintre, partir découvrir une vie plus sauvage et exotique. Son passage, quelques années plus tôt en Martinique, lui avait en effet donné le goût du voyage, le goût des couleurs, qui pourtant déjà présentes dans ses œuvres, prirent dès les années 1887 des tons plus chauds et spirituels. Malgré le choix d'une vie recluse, loin de la capitale parisienne, Paul Gauguin souhaite retrouver l'idéal d'une vie sauvage oubliée, la Bretagne étant encore trop civilisée à son goût.
Il idéalise alors de nouveaux horizons, tels que la Polynésie, où il va mettre en œuvre une véritable création artistique, loin des conventions européennes. Gauguin fait ainsi de Tahiti et des îles Marquises sa résidence dès l'année 1891, après un passage à Arles en compagnie de Van Gogh, où il peignit les vieilles femmes à Arles. Ses intentions sont donc dès 1891 de se rapprocher d'une vie primitive. Malgré une certaine déception dès son arrivée, notamment due à une certaine évangélisation chrétienne, il sera pourtant le peintre des légendes polynésiennes et d'une nature luxuriante. Tout en conservant sa technique du synthétisme, il s'attache à retranscrire sur ses toiles des univers archaïques, traités selon de larges aplats de couleurs brutes. Tel un imagier des tropiques, sa peinture sera celle du mythe traditionnel. Il accompagnera d'ailleurs souvent ses peintures d'un titre tahitien, un fait énigmatique pour la plupart des peintres français qui découvrent ses œuvres à Paris en 1893 et qui sont totalement offusqués. Parmi ses toiles présentées, Area Rea, aussi dit Joyeuseté, datée de 1892 et conservée au musée d'Orsay. Dans cette peinture, Paul Gauguin met en avant une réalité, par la présence des jeunes femmes assises vêtues de costumes traditionnels, mais également un mythe. Son imaginaire le pousse à retranscrire une statue de culte grandeur nature en arrière-plan. Cette célèbre toile, emplie de mélancolie, témoigne de sa quête d'un idéal primitif et sauvage polynésien. La plupart de ses couleurs et de ses formes employées dans ces toiles révèlent une dimension plus spirituelle. Ces dernières peintures prennent l'aspect de grands programmes décoratifs où des mondes imaginaires cohabitent. Son œuvre « D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ?» est en réalité le paroxysme de la singularité de sa peinture. Dans cette toile, que Gauguin considère comme son testament artistique, l'artiste ne traite ni les formes ni les corps avec vraisemblance. Divisé selon 3 groupes de personnages, Paul Gauguin illustre l'imaginaire d'un culte primitif côtoyant les 3 âges de la vie. Malheureusement, la fin de sa vie fut à l'image d'un homme seul et peu apprécié, sans argent et malade. Il trouva la mort en 1903, quelques semaines avant ses 55 ans. Paul Gauguin n'en resta pas moins l'un des peintres français majeurs du XIXe siècle, un artiste aux multiples vies et à la touche singulière. Il est en réalité l'un des plus importants précurseurs de l'art moderne. Son portrait au Christ jaune de 1891 témoigne de cette personnalité incomprise, perdue entre tradition, mythe et réalité. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.